Sarah Hadjou et ses danseuses, vous pouvez les applaudir encore si vous le souhaitez, je pense qu'elles le méritent. Bonsoir à tous et à tous. C'est toujours difficile de monter sur scène après une telle prestation. Je ne vais pas habiter la scène aussi avec autant de grâce que Sarah Hadjou et ses danseuses. Je vais juste vous préciser, avant de me présenter quand même, que vous avez pu assister, privilégiés que vous êtes toutes et tous, à un extrait exclusif de la création, la nouvelle création de Sarah Hadjou, qui s'appelle Sonar. Sonar, il y a un petit lien avec ce dont on va se parler tout à l'heure. Et cette création Sonar, vous pouvez la retrouver au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines dans quelques jours. Donc n'hésitez pas, je crois qu'il reste encore quelques places. Ceci étant dit, bonsoir. Je suis Guillaume Ledy, journaliste à l'ADN. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'animer ce moment d'échange qui s'ouvre à présent. Alors j'ai le plaisir et l'honneur, c'est une formule consacrée, mais là il se trouve que le plaisir est réel. Et l'honneur également, puisque vous le savez toutes et tous, ce lieu exceptionnel qu'est l'UNESCO nous accueille, merci à eux ce soir. Lieu exceptionnel et emblématique s'il en est, d'autant que nous vivons des temps plus ou moins troublés dans lesquels ce type d'institutions peuvent être relativement importantes. Donc merci à eux, merci également aux universités de la Terre. Merci aux universités de la Terre, c'est écrit partout, qui sont placées cette année sous le signe égal, nature égale futur. Un futur qui, comme le formule si bien le collectif d'auteurs et d'autrices de science-fiction Zanzibar, a une gueule d'accident de voiture. Alors pour éviter le crash collectif, ou à tout le moins la sidération qui nous prend quand on passe à côté d'un accident de voiture, on va s'offrir quelque chose de précieux. On va s'offrir un moment de réflexion tous ensemble pour savoir comment on s'en sort. Et ce moment, c'est donc notre média, l'ADN, qui vous le propose. Alors, en dehors d'entretenir une relation étroite à l'art en général et à la danse en particulier, l'ADN, c'est un média en mission, celle d'éclairer les mutations de notre époque. Et depuis notre création il y a 10 ans, on s'attache à réfléchir ces évolutions qui façonnent notre avenir collectif. Parmi elles, on en observe avec attention deux principales, des révolutions même, la révolution technologique d'une part et la révolution environnementale d'autre part. Alors ce n'est pas très original, mais pourquoi ces deux-là, me direz-vous? Eh bien, parce qu'elles ont une dimension totale. Elles sont en train, toutes les deux, de bouleverser nos vies à toutes les échelles, de nos intimités aux organisations donc les plus globales. Ces deux évolutions, elles sont par ailleurs radicales par nature. La crise du climat, vous le savez toutes et tous, nous oblige à changer en profondeur, à la racine, donc on y reviendra, notre rapport au monde. Et notre conviction à l'ADN, c'est que pour agir efficacement sur ce monde, pour avoir ne serait-ce qu'une petite chance de le transformer positivement, il faut d'abord le comprendre. Et comprendre l'urgence environnementale implique d'écouter celles et ceux qui consacrent leur vie à défendre le vivant, parfois au péril de leur liberté. C'est précisément le cas de notre premier invité ce soir, Paul Watson, figure emblématique, s'il en est, de la défense des océans et fondateur de Sea Shepherd. Paul qui vient de retrouver, vous le savez, si j'en crois vos applaudissements, sa liberté après plusieurs mois de détention au Danemark et qui est parmi nous ce soir. Et pour dialoguer avec lui pendant les 30 prochaines minutes, il est accompagné par la journaliste Cyrielle Ariel. Ils vont dialoguer en anglais, donc pour les francophones, vous pouvez vous munir d'un petit casque qui vous servira à suivre leur conversation. Le canal 1 est en anglais, pourquoi pas, et le canal 3 est en français. Si je ne dis pas de bêtises, on me dit en régie que je ne dis pas de bêtises, donc c'est bon. Je vais leur laisser la place, ils vont dialoguer pendant 30 minutes de la nécessité ou non
de mener des actions plus ou moins radicales pour préserver notre planète. Je vous prie de bien vouloir les applaudir une fois que vous avez mis vos casques. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Wow. Merci infiniment Guillaume, merci à l'UNESCO, merci à l'Université de la Terre et surtout d'avoir ce privilège de donner la parole à des défenseurs, à des militants comme Paul Watson. Paul, how are you? I'm doing well, thank you. Yeah? So Paul, we are really truly honored to have you tonight for the 20th anniversary of Earth University. Your dedication to ocean conservation has made a lasting impact. And just a few months ago, you were in the headlines to your incarceration in Denmark. You've spent decades fighting for marine life, and you were jailed for 5 months defending whales. What was in your mind during those 5 months? Well, during the 5 months, what was in my mind was that it was an excellent opportunity to focus international attention on Japan's illegal killing of whales, with the added benefit of focusing attention on Denmark's killing of pilot whales and dolphins in the Faroe Islands. So I looked at that 5 months as a campaign, and it was a very successful campaign. You reached that. Let's go back to whale. You often say that whales don't need us, whereas we need them. In what way do we need them and the ocean globally? Well, aside from the fact that they're incredibly intelligent, and they are also essential for our own survival. The greatest problem in the ocean right now is the diminishment of phytoplankton. And since 1950, there's been a 40% diminishment. And phytoplankton provides up to 70% of the oxygen in the air that we breathe, sequesters enormous amounts of CO2, and is the bottom of the pyramid for the food chain for everything else. If phytoplankton disappears from the sea, we all die. We do not live on this planet without phytoplankton. And why is that diminishment happening? Because of the diminishment of whales and dolphins and seabirds and other creatures in the sea that provide the nutrients for the phytoplankton, the iron, the magnesium, the nitrogen. It comes from the feces of all of these animals. One blue whale every day dumps 3 tons of manure into the ocean, heavily rich in those nutrients. You diminish those whales, you diminish the phytoplankton. Whales can be seen as the farmers of the ocean, and their crop is the phytoplankton, which keeps us all alive. If the ocean dies, we die. If the ocean dies, we die. But we also have to understand, what is the ocean? We think it's the beach down there, you know, you go surfing, you go sailing, that is the ocean. No, no. The ocean is the planet. This is the planet ocean. And it's water in continuous circulation. And sometimes it's in the sea, but sometimes in ice, sometimes underground, sometimes it's in the atmosphere, and sometimes it's in the cells of every living plant and animal on the planet. Water circulating through all of those mediums. So the answer to what is the ocean? We are the ocean. The ocean flows through us. The water in your body was recently in the body, was also in the body of, say, a lion or an elephant or a dandelion. It was once in the clouds. It was once in the ice. It's the one thing that unites every little living thing on this planet is the element water, and that's what makes this a living planet. The theme of this session, it's called "Should We Be Radical to Be Heard?" And your approach has often been called radical. So what do you say to those who see it that way? Well, I'm not a radical, I'm a conservative. You don't get more conservative than being a conservationist. That's the root of the word conservative. What is a radical? Those are the ones who are out there destroying our rainforests and overfishing the seas. That's radical activity. When I get called a lot of names, one of the names, eco-terrorist. And my reply is always, I've never worked for Monsanto. What's interesting is 10 years ago was the last time I spoke at a UN event. I was speaking at the United Nations World Ocean Day in New York. And after I spoke,
I was told that I was never to speak at a UN event again because the Nippon Foundation was a funder of these events. And so they made it very clear I would never be welcomed at a UN event. Well, here it is 10 years later, so we've made some progress. Thank you, UNESCO. And I will be speaking at the UN conference in June in Nice. And why are they so afraid of what we do? You know, no environmentalist has ever injured or killed anybody in our entire history. It's never happened. In 1977, I came up with this idea, which I call aggressive nonviolence, to aggressively intervene, but don't hurt anybody. And after 50 years, I've never injured a single person, and I've never actually been convicted of a crime. I've been to jail quite a few times, but I've never been convicted of a crime. We operate within the boundaries of the law and the boundaries of practicality. The problem is governments and corporations do not operate within the boundaries of the law. What Japan is doing in the Southern Ocean is criminal. They are killing whales in violation of an international global moratorium on whaling in a whale sanctuary. It's a criminal operation, and yet they're supported by their government and other governments. In 2010, one of our boats was deliberately rammed and cut in half, and 6 crew members were thrown into the water. A cameraman had broken ribs. No legal consequences to the Japanese ship that did it. But yet I have an Interpol red notice issued for me for the crime of conspiracy to obstruct business. How did that ever get there? Interpol has been weaponized by countries all over the world to use against activists and whistleblowers and dissidents. And that's one of the things that we're taking on right now. We have to expose Interpol's corruption for using their offices for political abuse. And many countries are doing it. It's not just me. And we'll get to the bottom of this. And so I expect that that will be removed at some time. But in the meantime, you know, we have to operate within the environment that we have, and we will continue to do what we do. And the opportunity I had being in a Greenland prison was, again, to focus worldwide attention on that. By the way, the decision of the Greenland court was to send me to Japan. But the next day, the Danish justice minister made the political decision to release me because he saw the kind of backlash. And it wasn't about me. It was about the cause that I was representing, which I think brought hundreds of thousands of people to make their voice known to the Danish government. And so it was very, very successful in that respect. That's why I'd like to know now if your time in prison has changed your perspective on environmental activism. Is it one? If your time in prison has changed something on your perspective about environmental activism. Actually, my time in prison made me more inspired, more motivated than ever before. You know, I don't think you change anything in the world unless you're willing to make some sacrifices. And, you know, everybody from Henry David Thoreau to Nelson Mandela had to spend time in prison in order to make a difference. Because, you know, what is the real business of an environmental activist or so-called radical environmental activist? Our business is to piss people off. We're here to make people think. We have to rock the boat. We have to sink a few boats every once in a while, too. But we're here to make people think. And the only way you can make people think is to say things that people don't like to hear. And to do things they don't like to see being done. You know, you have to rock that boat if you're going to make a difference. And all over the world and all through history, that is what has made the difference. Governments don't change things. Governments change things when enough people put pressure on them to change things. The United States government didn't free the slaves. That was the work of Wilberforce and Douglass and so many others. The United States government, for instance, didn't give women the right to vote. That was the suffragettes that did it. And President Wilson, who gets the credit for giving women the right to vote, was their enemy up until the day he signed that paper. Governments like to take credit for the efforts of the passion, the imagination, and the courage that citizens bring to the table in order to get them to change. But we all have the power to change the world. In fact, it's the only thing that can change the world.
I've got a question from internet. Looking back when you were in jail, the question is, did you doubt that you would be released from prison? Did I doubt whether I would be released? Doubt if you were released or not. I actually didn't give it any thought in that respect. I was there. You know, every situation gives you an opportunity, and you have to take advantage of that opportunity. So what I saw in prison was an opportunity, and I took that opportunity. Did I think about going to Japan? Yes, but what did I think about when I went? I thought about another opportunity to, again, focus even more attention on what Japan was doing illegally. So the whole experience was an opportunity, and it turned out to be quite successful. It's called positive thought. Great, Paul. And let's talk about solution now. Which of your direct actions do you think had the biggest impact about protecting the ocean? You know, the strength of an ecosystem is in diversity. Therefore, the strength of a movement has to be in diversity. And we're only going to change things by all of us working together in a very diverse way. Education, legislation, litigation, activism, all of this works towards the same objective. But we all have to work together because we all have different talents and we all have different passions. But because of Dian Fossey, we still have mountain gorillas in Rwanda. Because of David Wingate, the Bermuda storm petrel did not go extinct. I can't think of anything more noble than because one person lived, a species didn't go extinct, or an ecosystem was protected. And we all hold the capacity to do that. Some critics argue that radical tactics can sometimes do more harm than good. How do you respond to that? I don't really have much use for criticism, really. So they can say whatever they like. You know, you always, again, use your imagination. You know, last year there was a brilliant film that came out, which I think is an example of using imagination. It was called How to Blow Up a Pipeline. Now, what was so great about this movie is they blew up a pipeline by not blowing up a pipeline. They did it in a movie. Nothing illegal, but they certainly got that message across. And that's how we have to operate within a media culture. We have to use the media to get that message across. You know, and unfortunately, our mainstream media only understands a couple of things. Actually, 4 elements. There's the 4 elements of media: sex, scandal, violence, and celebrity. So if you want to get a story, you have to incorporate one or more of those elements into the story. You have to make it dramatic. In fact, I learned that first in 1977 when I took Brigitte Bardot out to the ice floes of Labrador. Posing her cheek-to-cheek with a baby seal guaranteed us the cover of every major magazine in the world. They couldn't resist it. And so this is why, ever since then, we've used a lot of celebrities in doing what we're doing. And in 1984, I led a campaign to protect wolves in northern Canada. And it was a 4-element story. It was a perfect story because I had them shooting wolves, violence, threatening to shoot us, more violence, an environment minister that we caught taking a bribe, scandal, so violence and scandal. I recruited Bo Derek as our spokesperson. And at the press conference, the reporter said, "What does Bo Derek know about wolves? This is ridiculous." I said, "Well, that doesn't matter, does it? If I had the foremost wolf biologists in the world here, Gordon Haver, David Meck, be an empty room, nobody'd be here. But because she is our spokesperson, it'll be the headline story of your newspaper tomorrow, and there's not a damn thing you can do about it, is there?" That is the way our media works. I'd like to speak about the future of ocean conservation. Do you think, Paul, that governments and corporations are finally taking the ocean protection seriously, or do we still need radical action to push the conversation forward? Actually, I don't think anybody's taking the protection of the ocean seriously at all. You know, it's just, everything is overfished. Every single commercial fishery is in a state of collapse. Now they're looking at deep sea ocean mining. Plastic pollution is out of control. This is going to take a completely different perspective if we're going to change things. And that means we got to start looking at the world in a completely different way, from a biocentric point of view, which is we have to live in harmony with all of these other species, and we have to stop this out-of-control exploitation for profit and for greed. It has to be done, or else we're not going to survive. We do not live on this planet unless we live in harmony with all of these other species, and but here's the problem. We have all the laws, the treaties, and the regulations we need to protect the ocean.
but we do not have the political or economic will on the part of governments to enforce those laws. So when you go beyond 200 miles, you're in the Wild West. People do whatever they want out there, and they get away with it. And when we try to intervene, we're the bad guys. But we don't mind being the bad guys as long as we save lives. And back in the 80s, they called me a pirate. And I said, okay, if you want to call me a pirate, I'll be a pirate. I don't mind being a pirate. Because, you know, pirates got things done. They cut through all the bureaucratic red tape, and they got things done. The United States Navy was founded by a pirate, John Paul Jones, who also was the founder of the Russian Navy, by the way. All through history, pirates got things done. And in fact, they were the first to democratize their ships and have equality of race and gender on their ships 300 years ago, you know, way before anybody else. So why are they bad guys? Oh, they were thieves. They stole gold. And who did they steal the gold from? The Spanish. And where did the Spanish get the gold from? They stole it from the Incas and the Mayans and the Indians. So when you steal gold from thieves, are you really a thief? So we don't know. But anyway, young people like pirates, and so that's why we got the Jolly Roger and we identify as pirates. And actually, by the way, I am officially a pirate because the Ninth Circuit Federal Court judge in the United States, although he never charged me with anything, designated me officially as a pirate, so I'm proud to be an official pirate. In June, there's going to take place the United Nations Ocean Conference in Nice. Will you be there? What are your expectations? Yeah, from our countries and maybe some hopes from young people. Well, in 1992, I attended the UN conference in Rio de Janeiro. Nothing that was ever announced there ever came to pass. Every single promise was never kept. I attended the COP21 conference in Paris in 2015. Again, nothing came out of that. International conferences accomplish nothing. They're photo opportunities for politicians primarily. But what they do is offer the opportunity to network with NGOs all over the world, to come together. So they're a great educational opportunity. But so that's the real benefit of them. But we can't expect to have any real policies come out of these because for making political change in the way it needs to be done is political suicide, because nobody is going to stop this incredibly destructive corporate juggernaut without causing a lot of problems. And that is, people want change, but they don't want to change. That is, they don't want to lose the securities they have. People in underdeveloped countries want to be developed, and people in developed countries want even more. And that's the problem. We're all wanting more, and we have to come to the point where we're going to have to want less. All of us are going to have to want less. When I was born, there were 3 billion people on the planet in 1950. There's now 8 billion people on the planet. There's simply no longer the resources to support this, and it's going to get even more of a problem going into the future. And that has to be addressed, and it has to be addressed intelligently and humanely, and we have to find answers to how to do that. And it's only going to be found by passionate, imaginative, and courageous people. Paul, do you still believe in humanity's ability to protect nature? Do you still believe that human people, the human being, have the ability to protect nature and biodiversity? I don't think humans ever had the ability to protect nature or biodiversity. We've always been the enemy of nature, and that's the problem. Because our entire way of thinking is anthropocentric. Anthropocentrism. It's all about us. It was all created for us. We're the only species that matter. Every single major religion in the world it's all about us. We're created for us. We have to change that, and the only way to do that is to adapt the philosophies of indigenous peoples around the world, which is biocentrism, the understanding that we are part of everything, not dominant, but part of, that we do not live in a world without all of these other species. I had a reporter from the Fox network in the United States call me up and he said, "Did you say at a conference that bees, trees, worms, and whales are more important than people?"
I said, yes, I said exactly that. He said, how could you say something so outrageous, so un-Christian as to say that bees, trees, worms, and whales are more important than people? Well, because they're more important than people. And because they can live here without us. But we can't live here without them. We need them. They don't need us. We don't live in a world without bees or trees or whales or microbes and everything. We live in a world, of anthropocentric world, where we manufacture fungicides, pesticides, herbicides, insecticides. We want to kill off everything. That is not the way to work in the natural world. We have to work with all of these other species. Because if you look at the world as a spaceship, which is what it is, this planet is a spaceship. It's on an incredible voyage around the Milky Way galaxy. And every spaceship has a life support system that provides us with everything we need. The air we breathe, regulates climate and temperature, the food we eat. And that entire machine, that life support system, is maintained by a crew of engineers. And these engineers are working tirelessly to keep everything running. And we humans, we're not engineers. We're passengers. We're having a wonderful time amusing ourselves. But what we are doing is killing the engineers. We're murdering them. And there's only so many engineers you can kill before the machinery begins to fall apart. And there's no longer a life support system. We don't live in the world without bees or fish or whales. And that's the bottom line. We're either going to protect them or we're going to die with them. We are all agree about the impact of a human being on the climate change, but how can we make really people more conscious about the fragility of a world, of our living world, because we are a part of this living world? How can we make people more aware? After all these decades, about all the articles, about with all the scientists saying the same thing for decades and decades. I think we have to be relentlessly persistent and never give up on that. And don't get depressed or don't get pessimistic about the future. I learned a lesson a long time ago. Don't worry about the future. You don't have any control over it, but you have absolute control over the present. And what you do in the present will define what the future will be. So we just have to keep at it and not be deterred by the negative. That is, go with the positive in that. And the only way we're going to do this, is to adapt that biocentric perspective, because otherwise we're simply not going to survive. But I think that's possible. And I think especially for younger people today, because right now we have a younger generation that doesn't know what the world's going to look like in 20, 30, 40, 50 years. I mean, that's got to be a very scary proposition. You know, what is that world going to be? I mean, even just this week we discovered that nanoparticles of plastic are coming down in the rain. You know, every week there's some new discovery of the damages that we're causing. And the only way we're going to turn that around is by changing the entire paradigm towards living in harmony with all other species. And I do think that that's possible to do. And that's certainly what I'm working each and every day to try to accomplish. My personal ambition, and always has been for the last 50 years, is to eradicate this evil called whaling. And I believe that whales are highly intelligent creatures that one day we will be able to communicate with. You know, we spend billions of dollars looking for the universe for extraterrestrial intelligence. We don't understand what intelligence is. If a blob of protoplasm stepped out of a spaceship with a ray gun, well, that's automatically intelligent because it's got a tool, it's got a weapon. That's how we measure intelligence. We don't understand non-manipulative intelligences. I was arguing with a Norwegian whaler one time, and he says, "But Watson, you say that whales are more intelligent than people. How could you say something so stupid?" I said, well, I happen to measure intelligence by the ability to live in harmony with the natural world. And by that criteria, whales are far more intelligent than we are. And he said, well, by that criteria, cockroaches are more intelligent than we are. I said, George, you're beginning to understand what I'm trying to tell you. And I'm sure you had the same conversation with Jane Goodall with chimps. Yes, actually, I was quite thrilled while I was in prison to receive 3 letters from Jane Goodall, and she intervened on my behalf with the Danish government. So that was quite an honor.
Many young activists admire totally your work, but they are worried about the risks that come with direct actions. What advice would you give to them? To do direct action campaigns, you have to operate, again, within the boundaries of practicality and the law. I was actually invited by the FBI to give a lecture to the FBI, and they actually paid me to come to Quantico and give a lecture about radical environmentalism. And after the lecture, one of the FBI agents says, well, you know, Sea Shepherd's walking a very fine line when it comes to the law. And my answer to that was, does it matter how fine it is as long as you don't actually cross the line? And they can't really argue with that. So you have to, again, use your imagination and use strategies that you can get around these things, and that, you know, use drama, media strategies and everything. But you can't blatantly break the law, because they'll take you out real fast. I mean, they have all of the power. And that's, for that reason, that's why I've never been convicted of a crime. I've been able to get around that. And so you have to be careful in that. And again, you have to use your imagination and develop really good strategies. Like I said, like making a movie like How to Blow Up a Pipeline, that kind of thing. But it's going to get to the point, however, 10, 20, 30 years, I don't know, where the conditions are going to be so bad that people are going to, unfortunately, probably react violently to what's happening to the planet. And I hope that doesn't happen, because to me, violence, war, is a form of insanity. And we don't want to be involved in that kind of collective mass psychosis, which has affected the human species for so long and has killed hundreds of millions of us during that time. We have to keep it nonviolent if we're going to retain our own sense of honor and and be true to our hearts, really. Unfortunately, we have to finish this inspiring discussion. So, to close, Paul, what message would you like to share tonight with our audience about the future of ocean conservation and how each of us can make a difference? Well, I think that the one thing that everybody can do is, you don't eat fish, because there's simply not enough fish in the ocean to continue to feed us all. And fish need other fish. But here's one of the problems that we have, is that most of the fish that are caught, 40% of the fish that are caught, isn't eaten by people. It's rendered into fish meal and fed to chickens and pigs and salmon on salmon farms. Do you know that chickens on factory farms are now eating more fish than all of the seabirds in the world? That's how bad it is. It's not a natural food for a chicken. It's not a natural, you know, we're feeding 2.8 million tons of fish to cats every year. That's not a natural food for a cat. If a bluefin tuna ever met a cat, it would eat the cat. So it's certainly not part of the prey. We're living in a world that's completely out of sync and out of balance, and we have to restore that. And we have to stop that from happening. And that's what we have to strive for. The first thing we do, we need a 75-year at least moratorium on all commercial fishing. It all has to be shut down. It's a destructive thing, and it has to be shut down. And if it doesn't, then the oceans are going to die. And if the oceans die, we die. Thank you. And Paul, I have to confess that when I've met you for the first time, it was 10 years ago. This meeting between you and I was radical, because after our first interview, I stopped eating fish. Thank you, Paul. Bravo. Bravo, merci. Bravo et merci infiniment à Paul Watson d'être encore avec nous ce soir et d'assister à la suite de ce propos, à la suite de ces échanges, puisqu'il y a une suite après Paul Watson. Et on le voit, la
On le voit, on l'a vu, on l'a entendu, la défense du vivant passe parfois par des actions que certains qualifient de radicales, quand d'autres les considèrent simplement nécessaires. Cette première conversation nous amène tout naturellement au cœur du sujet qui nous réunit pour la table ronde qui vient et qui, si les choses sont bien faites, s'est inscrit derrière moi tout à l'heure. Faut-il être radical pour être entendu? Cette question, elle n'est pas nouvelle. Elle traverse les mouvements écologistes depuis des décennies, mais elle se pose aujourd'hui avec une acuité toute particulière. Parce que, encore une fois, je ne vous apprends rien, on commence à ressentir concrètement les effets des dérèglements climatiques et que, de l'autre côté de l'Atlantique, une nouvelle administration fonce à 140 km/h et en diesel sur l'autoroute du déni climatique et scientifique. Face à l'urgence, de plus en plus de voix s'élèvent donc en faveur d'une radicalisation des actions. Mais que signifie réellement être radical en 2025 ? Et parce qu'on est en France, je vais parler un tout petit peu de philosophie. Voilà. Faut-il, avec Jean-Paul Sartre, estimer que tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces ? Ou bien se ranger du côté d'un Albert Camus que certains qualifient de véritable radical de la nuance et qui estimait, quant à lui, qu'un homme, et il rajoute une femme, ça s'empêche. C'est entre autres ce que nous allons explorer au cours de cette heure de débat, d'échange, de conversation. Et j'ai le plaisir du coup d'accueillir non pas une, mais 5 personnalités engagées, chacun et chacune à leur manière. Alors, radical ou non, ce sera à vous toutes et tous de vous forger votre opinion à la suite de nos échanges, en votre âme et conscience, comme on dit. Je vous prie de bien vouloir accueillir sur cette scène et sous un tonnerre d'applaudissements et par ordre alphabétique, Thomas Braille, Wolfgang Kramer, Brigitte Gauthier, Léna Lazare et Réjeanne Sénac. Mesdames et messieurs, installez-vous, prenez place. Il n'y a pas d'ordre car nous sommes complètement anarchistes. Voilà, en randonnion comme ça, très bien. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, vous avez vu, j'ai pris quelques cours de philo dans ma vie, en terminale. Et pour bien débattre d'un sujet, on m'a dit qu'il fallait en définir les termes, dans une dissertation notamment. Alors, la dissertation, c'est un peu moins vivant qu'un débat comme celui-ci. Mais quand même, je l'évoquais, l'étymologie du mot radical, c'est racine. J'apprends rien à personne. J'aimerais juste qu'on commence ce premier temps d'échange par tenter de définir ce que chacun d'entre vous entend par radicalité. Paul Watson en parlait tout à l'heure, il a donné sa définition, j'aimerais vous entendre toutes et tous là-dessus. Et je vais commencer avec vous, Brigitte Gauthier, parce que vous m'avez dit quand on a préparé cet échange, puisqu'on fait les choses bien, certains nous qualifient de radical parce qu'on dit simplement on ne mange pas les animaux, donc on ne les tue pas. Ça nous paraît cohérent. Pour vous, en quoi ce message peut encore apparaître comme étant radical ? Bonsoir à toutes et à tous, bonjour. Pour répondre à cette question, oui, le message porté par L214, par exemple, peut être perçu comme radical parce que quand on parle d'arrêter de faire tuer, d'élever, de tuer, de pêcher les autres animaux pour en faire une ressource alimentaire, en fait, c'est perçu effectivement comme étant radical puisque nos pratiques sont aux antipodes de ça. Aujourd'hui, en France, on consomme 80 kilos de viande par an, 33 kilos d'animaux marins. C'est le double de la moyenne mondiale en ce qui concerne la viande. Et du coup, c'est extrêmement radical. On fait tuer 1,2 milliard d'animaux par an juste pour la France. À l'échelle mondiale, c'est bien plus. Donc c'est radical parce qu'on invite chacune et chacun, mais surtout notre société, puisque c'est quelque chose de systémique, c'est quelque chose qui est à l'échelle, y compris mondiale, le fait d'arrêter de considérer les autres animaux, qui sont des êtres doués de sensibilité, dont la conscience est reconnue par les scientifiques, comme des sources de nourriture. Et c'est radical parce que... Parce que vos actions le sont peut-être aussi ? Non, nos actions ne le sont pas. Voilà. Nos actions ne sont pas radicales. Le message l'est parce que les pratiques aujourd'hui qu'on a, mais finalement nos pratiques, elles sont en complet décalage avec notre morale. Notre morale, elle nous dit on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Et c'est ce qu'on fait
chaque jour par notre mode de consommation standard ici et aujourd'hui. Quand on est radical, quand on dit bah oui, il faudrait abolir la viande, abolir l'élevage, abolir les abattoirs, abolir la pêche, ça c'est vécu comme étant radical, alors que c'est, pour les autres animaux en tout cas, c'est évident que ça leur est bénéfique, mais c'est bénéfique aussi pour nous en tant qu'êtres humains et aussi pour l'environnement. Et nos actions, nous, elles sont... Alors on ne peut pas les qualifier de radicales et en même temps... oui, on montre l'intérieur des élevages. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, parce que j'ai été un peu radical dans ma façon de vous accueillir, c'est-à-dire que je ne vous ai pas présenté, donc je m'en excuse. Vous êtes donc Brigitte Gauthière et vous dirigez L214. L214, tout le monde connaît, à main levée, c'est bon, ça va. Et donc vos actions, quand même, précisées pour celles et ceux qui ne sont pas exactement au courant. Alors, nos actions, en quoi elles consistent? Elles consistent à donner à voir ce qui se passe derrière les murs des élevages, des abattoirs, à montrer ce qui se passe aussi, quand on le peut, au niveau de la pêche et de la pisciculture. Donc montrer ce que donne notre façon de manger sur des êtres doués de sensibilité. Quand on le voit, on est absolument horrifié. 8 animaux sur 10 qui sont abattus en France proviennent d'élevages intensifs où ils n'ont même pas accès au plein air, par exemple, où ils sont concentrés dans des élevages, où ils sont sélectionnés génétiquement, sélection génétique qui font que ce sont des animaux qui sont quand même souffrant presque l'intégralité de leur vie. Bref, ce que je dis, ça peut paraître radical, mais ça ne l'est pas. Et dans les actions qu'on fait, nous, on va s'adresser évidemment à vous toutes et tous, parce que dans notre vie quotidienne, il y a des actions très simples à faire. Arrêter de manger les animaux, on peut faire plein d'autres choses en parallèle, ça ne nous prive de rien en réalité. Mais c'est surtout vers les pouvoirs publics et vers les entreprises que nos actions se tournent. Et elles se tournent comment ? Eh bien, par des actions tout à fait radicales, c'est se mettre devant un magasin avec des panneaux et informer la clientèle, de façon à ce que les entreprises s'engagent. Par exemple, on a convaincu l'ensemble des supermarchés, l'hôtellerie-restauration, les fabricants et même les producteurs à arrêter d'utiliser ou d'élever des œufs de poule élevés en cage de batterie. Ce qui fait que le nombre de poules pondeuses en cage est passé de 80% au début de notre action, en 2008, à autour de 20% aujourd'hui. Donc une baisse radicale. Bravo. On viendra après à vos mobilités. Aux différentes mobilisations. Je ne vais pas refaire la même chose, je vais présenter du coup Thomas Braille tout au bout. Bonsoir Thomas Braille, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes de votre côté fondateur du groupe national de surveillance des arbres, arboriste, grimpeur. On vous a vu effectivement très mobilisé ces dernières semaines et on va en parler. Vous dites souvent que les termes activiste, radical, militant, ça ne vous convient pas. Vous préférez vous définir comme simple citoyen. Est-ce que c'est une façon de refuser l'étiquette de radical que certains veulent vous coller ? Alors déjà, merci pour l'invitation, merci d'accueillir un éco-terroriste. Il y en a plusieurs sur scène en plus. Ouais, c'est pour ça, donc, parce que voilà, ça fait partie des étiquettes qu'on nous met sur le dos. Après, non, moi je suis très respectueux des personnes qui se définissent comme ça. On a travaillé, je tiens à le rappeler, sur la 69, je ne suis pas le seul, je suis toujours mis sur le devant de la scène parce que j'ai peut-être été un des premiers à m'accrocher dans les arbres. Mais il y a les soulèvements de la terre, il y a XR, il y a les ZAD, il y a tout ça. Et donc, moi, j'ai toujours refusé ça, en fait, parce que je ne m'identifie pas du tout là-dedans. Je pense que la radicalité, elle vient plutôt de nos politiques qui nous envoient droit dans le mur tous les jours et qui ne font rien pour que les choses changent. Donc, moi, j'ai un petit garçon, j'ai une entreprise qui travaille une fois sur deux parce qu'à un moment donné, quand il y a des arbres qui sont abattus, j'arrête de bosser pour aller sur m'accrocher peut-être ou aller voir ce qui se passe. Donc, non, moi je ne me définis pas comme radical. J'estime qu'à notre échelle, en tant que citoyen, quand il y a des problématiques, il faut essayer de les régler. Quand on a des problèmes avec nos enfants, si on voit que nos enfants ils vont aller droit dans le mur parce que nos politiques ne font rien pour eux, c'est à nous de les protéger, c'est notre rôle de parents. Donc là, il n'y a pas du tout de radicalité, c'est de la normalité même, j'ai envie de dire. Voilà. Et merci Thomas Braille.
Cette notion, justement, était aussi abordée par Paul Watson tout à l'heure. Vous, Wolfgang Kramer, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Et vous, la question de la radicalité, elle vous a travaillé, j'allais dire, depuis un petit moment, mais vous avez évolué sur ce sujet et sur cette position, notamment de par votre positionnement de scientifique, j'allais dire, dans l'arène publique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un peu comment vous êtes arrivé, vous, à une certaine conception de la radicalité, à un engagement en tant que scientifique? Oui, merci moi aussi pour l'invitation et pour cette salle pleine. Moi non plus, je ne voudrais pas réclamer un label radical pour être plus crédible ou moins crédible ou quelque chose comme ça, mais peut-être en partie comme réponse à la question. Il y a exactement 10 ans qu'on était dans cette même salle avec un grand nombre des scientifiques français et à l'international, une conférence qui s'appelait Climate a Common Future, et qui a souligné évidemment, comme d'autres conférences aussi, la nécessité d'agir pour les politiques, pour non seulement protéger la planète, mais aussi la biodiversité. Et la même année, en 2015, on a vu la COP21 et l'accord de Paris qui, quand même, malgré toutes les critiques, à l'époque, nous semblait comme un grand pas dans la bonne direction. Donc on se sentait pas du tout radical, on avait l'impression que d'une façon mesurée, respectueuse, sympa, peut-être même on a présenté un problème et les politiques agissent et décident de limiter le réchauffement climatique. Et il a pris que 3 ans qu'on a réalisé à la finition de rapport qui nous a été demandé à l'époque de la COP21, donc le fameux rapport sur les 1,5 degrés du GIEC, publié en 2018, qu'on a réalisé qu'on aurait dû au moins en 2015 entamer une trajectoire vers une baisse des émissions très importante, et on ne l'a pas du tout fait. Et les questions à l'époque étaient, combien d'années ça va nous prendre jusqu'on arrive au point où les 1,5, on les a dépassés. Bon, maintenant, on les a dépassés. Il n'y a que 10 ans qui sont passés. Et pour nous, les scientifiques, chacun se pose la question un peu personnellement. Tout le monde ne prend pas la même décision. Mais il est clair que nous sommes face à une sorte d'échec. Le dialogue respectueux, sympathique, mesuré, l'argumentation que nous avons menée pour ma part pendant des décennies face aux décideurs a visiblement pas résulté à autre chose qu'une accélération. En fait, nous sommes aujourd'hui 2 fois plus vite, par exemple, par rapport à la hausse du niveau de la mer qu'au début de ma carrière scientifique. C'est quand même très, très grave. On a passé les 1,5 degrés. On a fait un saut de la température de l'océan il y a 2 ans qu'on a toujours mal à expliquer. Donc, la première question à se poser, est-ce que nous avons mal communiqué? Est-ce qu'il nous faut d'autres formes à faire passer le message d'urgence? Et là, la radicalité, effectivement, elle peut se poser comme une question de méthode. Et on va y revenir tout à l'heure. Merci beaucoup, Wolfgang Kramer. À côté de moi, oui, vous pouvez l'applaudir. Merci. À côté de moi, Léna Lazare, bonsoir. Vous remarquez que maintenant je présente les gens. Vous êtes une figure de l'engagement militant sur les questions d'écologie depuis un petit moment, depuis Youth for Climate et les soulèvements de la Terre un petit peu après. On vous a beaucoup vu militer sur ces questions-là, sur le terrain et aussi on en parlait dans la préparation de cette conversation sur les plateaux de télé. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais vous incarnez, vous, cette génération qui est très très engagée sur ces questions-là, ou du moins une partie de cette génération. Est-ce que, encore une fois, vous me disiez, l'écologie ne peut être que radicale. Comment vous définissez, et est-ce que l'étiquette d'éco-terroriste vous convient? Comme vous l'avez dit si justement, la radicalité, c'est revenir à la racine du problème. Et lorsque j'étais engagée au sein de Youth for Climate, donc la branche française des grèves pour le climat, on a eu envie de parler d'écologie radicale parce que l'écologie, en fait, est dans
toutes les bouches maintenant. Et en fait, on peut parler d'écologie alors qu'il y a un vrai discours de greenwashing et qu'en fait, on ne parle pas réellement d'écologie. Et nous, donc pour parler d'écologie conséquente, d'une écologie qui nous permet vraiment de rester sur une planète habitable d'ici quelques dizaines d'années, on a aimé à un moment parler d'écologie radicale, mais c'est vrai que c'est un terme qui a été beaucoup utilisé donc voilà, par le gouvernement, par des dirigeants économiques et politiques aussi, justement pour nous attaquer, pour nous criminaliser, et parfois qu'on utilise pour parler plutôt d'offensivité de nos actions. Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant quand là il va y avoir plein de questions qui vont revenir pendant le débat. À chaque fois, peut-être je préciserai parce qu'il peut y avoir ce double sens. Et bien entendu, on peut parler du degré d'impact de nos actions. Moi, j'ai décidé de m'engager dans des actions de désobéissance civile depuis plusieurs années, dans des actions impactantes qui visent vraiment les infrastructures écocidaires. Et ça, pour le coup, sur ce choix-là, on pourra y revenir. Et pardon, il y avait la question sur l'écoterrorisme. Bah non, bien entendu, ça ne va pas. C'était totalement fou quand même que Gérald Darmanin ose nous qualifier ainsi. Enfin, c'est quand même des termes très graves. Et puis ça montre vraiment le tournant de criminalisation des activistes écologistes qu'il y a eu en France. Et pour finir, peut-être pour dire aussi ce que je fais dans la vie comme Thomas, moi je suis agricultrice en cours d'installation. Et du coup là-dessus, comme c'est un peu déroulé, je me permets juste de dire, il me semble que c'est important, on est à Paris dans un milieu urbain et il y a une vraie déconnexion avec le milieu agricole. L'agriculture paysanne, elle est en train de disparaître. Donc c'était juste pour dire que moi je partage la lutte contre l'élevage industriel de L214, mais je pense qu'il faut soutenir tous les paysans et notamment les éleveurs paysans, et que c'est que comme ça qu'on... Le message est passé, je veux pas... Non, mais voilà. on peut tout à fait, Brigitte Gauthier peut tout à fait répondre avant de donner la parole à Réjeanne Sénac. Oui, peut-être pour préciser, L214, on s'attaque à un système qui nuit aux autres animaux, mais qui nuit aussi aux personnes qui survivent aujourd'hui de l'exploitation des animaux, donc aussi bien les éleveurs que les pêcheurs. Donc, merci d'avoir voilà, juste je veux préciser, on n'a rien contre les personnes. On s'attaque à un système et je pense que c'est très important de le rappeler, et on s'attaque effectivement radicalement à ce système. Merci Brigitte Gauthier d'avoir répondu. Et il n'y a aucun souci de vous poser des questions et de débattre entre vous. On est aussi là pour ça, aucun problème. Réjeanne Sénac, bonsoir. On a 2 directeurs et directrices de recherche au CNRS ce soir sur ce plateau, donc merci d'être avec nous. Vous êtes donc directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, autrice entre autres choses d'un bouquin qui s'appelle Radicales et fluides, dont je me permets de vous conseiller la lecture, qui apporte un éclairage un peu théorique sur tout ce dont on se parle depuis tout à l'heure. La question que je voulais vous poser sur cette notion de radicalité, c'est que justement vous distinguez radicalité et extrémisme dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu cette différence ? Qu'est-ce qui est radical, qu'est-ce qui est extrémiste ou considéré comme extrême, et puis nous dire ce que vous entendez par des mobilisations radicales, par les remises en cause, et fluides par leur refus d'un cadre fixe. 2 questions en une. Alors, moi je fais des entretiens et j'analyse les discours des activistes. Et je crois que là, on a eu un bon panel qui nous montre la complexité des usages de ce terme. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de discuter de la complexité des actions. Et on a bien vu que la radicalité, au sens à la fois du diagnostic, qu'on est efficace que si on travaille sur les causes, sur les structures, et au sens aussi de l'intention, de l'horizon, c'est quelque chose qui est partagé. Par contre, la radicalité entendue comme un stigmate, comme un disqualificatif pour envoyer à l'extrémisme, est bien sûr quelque chose dont se défendent les activistes, les mouvements qui se mobilisent. Donc ça, c'est quand même assez simple. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes que j'ai interviewées, autour de 200 activistes, qu'ils soient féministes, antiracistes, écologistes, de lutte contre la pauvreté, justice sociale ou antispécistes, ils ont pour point commun
même quand ils sont plutôt classés en termes de cartographie militante dans les réformistes, hein, ceux qui sont plutôt dans le plaidoyer, qui veulent changer la loi, qui sont dans la négociation avec les acteurs politiques, institutionnels et économiques, même ceux-là disent, face à de telles urgences écologiques, sociales et de tout ordre, et entremêlées, on ne peut pas être efficace si on ne travaille pas sur les raisons, hein, sur les causes. Donc en ça a été quelque chose qui m'a un peu surprise et que je trouve vraiment très intéressant. Sur la question de la fluidité, on l'a vu depuis le début, hein, depuis la performance, on est dans le mouvement et Paul Watson nous a bien dit, et c'est intéressant, que si on ne s'adapte pas, si on n'est pas dans le mouvement de la vie, on va tous... on va tous mourir, ça faisait un peu... C'était littéralement ce qu'il a dit. Donc, j'ai voilà. pas osé. J'ai pas osé. Mais on va vivre autrement. Hein. Bon, mais là, il faut que je reprenne. Oui, va falloir que vous repreniez le fil. Donc, il y a cette idée qu'il n'y a pas d'action pure et il n'y a pas une seule bonne manière d'agir. La fluidité, c'est à la fois en termes de répertoire d'action, donc de type d'action qui vont être sollicitées. Donc une même association telle que par exemple L214 va faire à la fois du plaidoyer, de la désobéissance civile, du partenariat. Donc il n'y a pas l'idée qu'il n'y a qu'une seule bonne solution et que tous les autres sont impurs. Ou alors il va y avoir des associations qui vont se spécialiser. La Ligue des droits de l'homme va plutôt être dans le plaidoyer, les Femen plutôt dans la désobéissance civile. Enfin voilà, je vous le fais court. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette fluidité, et on appelle ça le flanc radical. Hein, on a cité comment saboter une pipeline. L'idée, c'est que même pour les suffragettes, pour le droit de vote des femmes, ou pour la lutte contre le racisme, la ségrégation, l'apartheid, on m'a beaucoup dit il faut qu'il y ait Malcolm X pour que Martin Luther King soit entendu. Il faut que certaines suffragettes mettent des bombes ou fassent de la grève de la faim pour qu'on puisse... Voilà. Donc, c'est un peu le concept de la fenêtre d'Overton qu'on emploie souvent de l'autre côté de l'échiquier politique, on va dire, mais c'est un peu le même principe. Donc tout à fait. Et à la fois dans les répertoires d'action, mais il y a aussi dans quel sujet on porte. Et on voit bien que là, il y a de la fluidité au sens où, quand on va travailler sur les questions écologiques, on va aussi travailler sur les questions sociales, puisque ce sont les plus pauvres qui sont les plus impactés. On va aussi travailler sur la dimension raciale ou sur la dimension liée aux inégalités femmes-hommes. Et on le voit par exemple dans les dom-toms autour du chlordécone. Donc cette idée que tout ça est imbriqué et qu'il faut faire des alliances est quelque chose qui est vraiment très, très ancré chez les militantes et les militants. Et peut-être pour dire un point qui me semble important, c'est que souvent, pour des raisons aussi médiatiques ou parce qu'on aime bien le buzz ou les divergences, on va plutôt avoir tendance à souligner les querelles d'ego ou les concurrences. Alors que quand on regarde, quand on observe ce qu'ils font, quand on les interviewe, on voit beaucoup de respect entre eux et de sentiments qu'ils ne sont efficaces qu'ensemble. Et on l'a entendu là aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est important pour ne pas se laisser paralyser ni par des disqualificatifs, ni par des stigmatisations. Merci beaucoup, Réjeanne Sénac. Donc on le voit dans l'ensemble de vos interventions, on a différentes conceptions de la radicalité, mais qui se nourrissent les unes les autres, qui peut-être s'interconnectent et s'interpénètrent, mais toutes se heurtent d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, aux institutions en place. Et c'est ça que j'aimerais aborder au cours de ce deuxième temps. C'est la question comment on navigue entre discussion, négociation, collaboration et confrontation. Est-ce que les actions radicales ferment des portes ou au contraire est-ce qu'elles en ouvrent, comme vous le disiez, hein, Réjeanne Sénac à l'instant, et donc quelle est la réponse des institutions en retour à ces répertoires d'action, pour employer votre terme, Réjeanne Sénac. Wolfgang Kramer, je voulais commencer cette partie avec vous parce que vous faites partie d'une institution, vous incarnez l'institution scientifique déjà dans un premier temps au sens large, puis le CNRS en particulier. Vous avez commencé à nous raconter un petit peu comment vous était venu votre propre engagement, votre propre radicalité. Comment cette position elle a été perçue par vos collègues et par aussi vos supérieurs et l'institution qu'est le CNRS? Oui, c'est un
Ça marche pas, ça marche. C'est un vaste sujet et je vais essayer d'être très court. Il y a une chose d'abord à dire, que quand je m'exprime autant que Wolfgang Kramer et pas autant que mon établissement. Et c'est le cas pour nous tous et c'est parfois oublié par mes collègues. Parce qu'il y a un sentiment que ah ben non, tu ne peux pas dire telle et telle chose parce que ça serait prise comme une prise de position de ton établissement. Ce n'est pas le cas. Je prends la parole pour moi et je réclame peut-être une certaine crédibilité en étant membre de cet établissement. Ce qui est bien et positif pour nous, ce qui nous aide beaucoup, c'est que le CNRS se posait la question à l'intérieur par son comité d'éthique qui a délibéré en détail avec une grande profondeur et des compétences beaucoup plus importantes que les miennes sur l'engagement de ces scientifiques. Et en cours, la lecture de l'avis de ce comité d'éthique qui est publié sur le site web du COMETS, que tout le monde peut lire, et ce n'est pas seulement un droit de s'engager et de prendre la parole en public pour alerter, par exemple, contre la crise de la dégradation de l'environnement. C'est aussi une sorte de devoir. C'est une question... on peut faire le choix peut-être de rester calme, mais on est surtout encouragé par l'établissement de prendre la parole. C'est très important à le reconnaître et encore, ce n'est pas tous mes collègues qui ont réellement compris ça. Donc on est dans une situation où on a une grande liberté et on a un encouragement de son établissement et de quelque sorte en plusieurs variations. Les autres grands établissements de recherche et d'enseignement supérieur en France ont pris des positions, disons, comparables. Au même temps, il y a effectivement des rôles que l'établissement joue lui-même par rapport à la crise qui sont critiquables. Et là, ça devient effectivement un enjeu de comment mener le débat là-dessus. De ma part, par exemple, c'est complètement évident qu'il faut dénoncer que les partenariats entre l'établissement pour lequel je travaille, c'est le CNRS, et l'industrie extrêmement polluante, surtout dans le secteur du gaz et du pétrole, c'est critiquable, c'est fortement critiquable et ça doit changer. Je me sens à l'aise à le dire et je trouve que, encore une fois, il faut, vu la situation à l'autre côté de l'Atlantique, vu la montée d'un discours extrêmement répressif aussi en France, il faut veiller, il faut défendre cette liberté à critiquer même son propre établissement de recherche par rapport à son empreinte environnementale, bien sûr, mais surtout aussi par rapport à ses partenariats industriels. Et je le fais et je me sens encore pour l'instant bien à l'aise avec ça. Dernier mot peut-être, je comprends bien que pour les jeunes chercheurs, ce n'est pas toujours la même situation que pour nous. Quand on est dans une situation en fin de carrière et avec un poste permanent, c'est tout à fait autre chose. Et je voudrais bien qu'on se rende compte que c'est nécessaire de défendre la possibilité des jeunes chercheurs de s'exprimer de la même façon. Mais pour ça, il faut leur donner une stabilité qu'ils n'ont souvent pas encore. Merci. Merci, Wolfgang Kramer. Il y a toujours, et on tourne autour depuis tout à l'heure, mais toujours cette question du risque dans l'engagement et dans la radicalité que vous venez de souligner. Cette notion de risque, Brigitte Gauthier, vous y faites face souvent, notamment au niveau d'une assez forte répression juridique. On a des cellules qui ont été constituées, notamment la cellule Déméter de la gendarmerie nationale, pour mener des poursuites et des enquêtes à la suite, on va dire. C'était pas officiellement en réaction à un certain nombre de vos actions, mais bon, voilà, les liens ont été faits. Comment L214 navigue justement entre ce que disait encore une fois Régène Sénac, l'utilisation des outils juridiques et la confrontation avec ces institutions par le biais de cellules de type Déméter et par le biais aussi d'une parfois forme d'instrumentalisation du droit? Oui, effectivement, les méthodes de répression, elles sont fortes, avec des méthodes d'intimidation. La cellule Déméter, donc, qui est issue d'une convention entre le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie nationale, et puis les syndicats agricoles productivistes que sont la FNSEA et les jeunes agriculteurs, pour mettre sous surveillance les associations et les lanceurs et lanceuses d'alerte sur les questions d'environnement et sur les questions liées à la question animale.
Et donc, oui, on est sous surveillance. Donc, on a de plus en plus d'auditions où on vient nous demander de quelle façon vous avez eu les images. Voilà, j'y retourne dans une quinzaine de jours. Donc, pour l'instant, c'est des auditions. Mais cette cellule d'émetteur, en fait, elle provoque une action d'intimidation parce que ça veut dire, si on est sous surveillance, c'est bien qu'on fait quelque chose un peu de criminel ou de choses comme ça. Donc ça, c'est un des pans, mais c'est aussi dans les discours, on l'a dit, hein, les écoterroristes, etc. On a droit à nos qualificatifs aussi. C'est aussi les procédures juridiques. On fait face, donc L214, à une quinzaine d'années. On a déjà 30 procédures Bayon. Alors certaines on les a gérées, c'est fini, d'autres on y est encore en cours. Alors juste on se fait retirer. Procédure Bayon pour celles Procédure Bayon, eh bien on est attaqué devant la justice, soit des procédures en diffamation. Pour vous éviter de publier, vous empêcher de publier ce que vous avez publié. Alors non, pas pour nous empêcher de publier, après. mais pour ensuite nous... Quelque part, c'est des procédures d'intimidation pour nous faire retirer les images aussi. On a plusieurs images qui sont censurées. Si vous êtes allé sur notre site internet il y a 3 jours, la page d'accueil a été bouleversée pour publier une décision de justice qui nous incitait à retirer des images d'abattage des cerfs qu'on avait publiées l'an dernier. Et on a encore plusieurs, on en a 3 là en ce moment, procédures en cours. Il y en a certaines qui vont jusqu'à la Cour européenne la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, par exemple, pour la cellule d'émetteur, c'est là où on va suite à une décision du Conseil d'État. Mais aussi, on y va aussi sur des procédures devant le juge civil qui sont arrivées au bout et on doit aller plus loin. Ça, c'est vraiment la répression, l'instrumentalisation de la justice par des entités privées pour essayer de bloquer l'action de L214 et d'autres entités qui remettent en question un modèle agricole et alimentaire qui en fait contribue à nous envoyer droit dans le mur. Donc ça c'est vraiment un des pans. Et sinon les discussions qu'on a, nous on n'est pas reçus par exemple au ministère de l'Agriculture. Pourtant on demande des rendez-vous et tout ça. Donc on a été reçus dans les toutes premières années de L214 et depuis quelques années maintenant, on n'est absolument pas reçu, quand bien même on provoque des choses. Par exemple, la Commission nationale d'éthique des abattoirs, appréciez le titre, a été fondée suite aux enquêtes qu'on a montrées dans les abattoirs et L214 n'est pas du tout autour de la table parce que les professionnels ne le souhaitent pas. Donc c'est les professionnels qui décident. Et souvent vous dites que vous êtes finalement là pour faire respecter la loi, ça vous fait un point commun avec Thomas Braille. Vous dites que vous êtes là pour faire respecter, en fait, que vos actions sont là pour faire respecter les décisions de justice. Alors, il y a une petite actu là-dessus, si vous pouvez nous la rappeler d'ailleurs. Comment vous conciliez juste cette défense de la légalité du droit avec des actions qui sont parfois taxées d'illégalité ? Alors, on n'est jamais dans l'illégalité parce que je pense que tout le monde a suivi ce magnifique feuilleton de la 69. Donc on a clairement été, on a une décision qui a été en notre faveur, puisque la rapporteure publique a demandé par 2 fois l'annulation des autorisations environnementales pour raison d'impératif d'intérêt public majeur. Donc là, voilà, on n'est plus des écoterroristes. Et visiblement, aujourd'hui, on est monté un stade au-dessus. Hein. On attend des excuses d'ailleurs de M. Darmanin. On va voir si elles arrivent. Je crois qu'il nous écoute, je ne sais pas. Mais donc, pour celles et ceux qui ne sont pas quand même au courant, vous avez obtenu, grâce au tribunal administratif de Toulouse, la suspension du chantier. On a obtenu la suspension du chantier de la 69, donc c'est quand même quelque chose d'historique et qui ne s'est jamais vu en France. Mais il faut savoir que l'État, plutôt que de faire profil bas et de se dire « ok, les temps changent et qu'on peut tous faire des erreurs », eh bien, il préfère aller faire appel au Conseil d'État pour essayer de voir si on ne peut pas continuer les travaux. Donc je trouve ça assez regrettable. Après, vous savez, oui, moi je dis souvent qu'on est là pour faire respecter la loi, puisque visiblement il y a énormément d'articles de loi qui sont bafoués en permanence. Il n'y a aucune protection forte en France au niveau de l'arbre, que ce soit les espaces boisés classés, les zones Natura 2000, les parcs naturels régionaux, tout se fait déclasser, soit pour un projet éolien, photovoltaïque ou quoi que ce soit. EBC, il n'y a pas longtemps, enfin il y a 5 ans à Orly, je suis allé voir un espace boisé classé qui s'est fait déclasser pour faire un projet immobilier.
Même à rappeler aussi que s'il n'y avait pas les associations toutes réunies ici, et nous aussi, le GNSA, je ne sais même pas dans quel état serait cette pauvre planète, quoi, voilà. Merci, merci Thomas Braille. Réjeanne Sénac, pour revenir sur cette question de la désobéissance civile par rapport au droit, en fait, on est dans un moment de l'histoire où l'état de droit en lui-même est dans ses fondements attaqué. Est-ce que, vous dites la désobéissance civile est complémentaire à la réappropriation du droit, mais s'il n'y a plus d'état de droit, qu'est-ce que ça nous laisse? Alors, on va rétro-pédaler juste un peu avant la fin du monde. Et par rapport à ce que disent les activistes et les militants, il y a la désobéissance civile, c'est très ambivalent. On l'a vu dès l'entretien de Paul Watson, puisque la plupart du temps, et c'est ce que vient de dire Thomas Braille, la désobéissance civile, c'est désobéir pour faire appliquer le droit. L214 s'appelle L214 puisque l'article L214 du Code rural reconnaît les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité que le propriétaire est censé traiter en tenant compte des impératifs biologiques liés à son espèce. Donc, on voit bien que là, rien que dans l'intitulé de cette association, il y a la volonté de dire, déjà, respectons le droit. Donc il y a ce premier versant et la commission Falorni, qui est la commission d'enquête sur les abattoirs, qui est mise en place après la campagne en particulier de L214. Le président Falorni, le député, dit, alors que L214 avait été poursuivi pour désobéissance civile, le député dit c'est des lanceurs d'alerte. Donc on voit que là, il y a ce premier volet. Et le deuxième volet, c'est, on reprend souvent Antigone, qui est aussi repris par les réactionnaires et les conservateurs. C'est ambivalent, l'histoire d'Antigone. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, face à un droit qui est injuste, on a le droit de désobéir. C'est ce que dit Cédric Héroux aussi, par exemple, quand il accueille, il aide des personnes en situation irrégulière. Et des réfugiés, et il va jusqu'au Conseil constitutionnel pour faire reconnaître la solidarité comme un principe à valeur constitutionnelle. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a à la fois la volonté de faire respecter le droit, souvent contre des intérêts économiques, ou contre des intérêts en tout cas des plus puissants, et aussi de tirer vers le droit, vers plus de justice. La question que vous m'avez posée, c'est cette extension du droit et le fait que le droit, dans une démocratie libérale, je vous rappelle qu'il faut faire attention à ce terme de libéral, il y a une différence entre néolibéralisme, où tout est produit, tout est marché, ou le capitalisme tardif, où on mesure tout à l'aune de la rentabilité, et la démocratie libérale, où on défend les droits fondamentaux, qui défend les droits fondamentaux. Aujourd'hui, on en arrive à un point où, je ne sais pas vous, mais moi je suis dans une position de vertige, où tout ce qu'on pensait être quand même nos fondements, au moins en termes de washing, où il fallait faire semblant quand même, on avait un surmoi où on faisait semblant d'être pour les droits humains, pour l'écologie, pour la lutte contre le racisme. Là, on est dans un moment où ces droits fondamentaux du pluralisme, la liberté d'expression, de la lutte contre les discriminations sont devenus des insultes, sont mis en danger avec l'idée qu'on est des woke, et quand on est éveillé aux injustices, voilà, on devient des ennemis. Donc, il va falloir rester éveillé, comme l'a dit Paul Watson, il va falloir persévérer et être plein de joie et de bonne humeur, parce qu'il faut qu'on soit costaud en face. Donc, par rapport à la démocratie libérale en danger, je pense que le problème, c'est qu'on a eu tendance à défendre l'application des droits fondamentaux en reprenant le vocabulaire du business et en disant qu'il fallait que tout soit rentable. Les femmes en politique, c'était rentable, la diversité, c'était meilleur pour le business. Et je pense qu'il va falloir qu'on revienne justement aux fondamentaux et qu'on défende des principes très fortement. Merci Réjeanne Sénac. Léna Lazare, pour conclure ce deuxième tour de table, et avant-dernier, je vous spoil un peu, c'est l'avant-dernier tour de table, sur ce rapport aux institutions, vous dénoncez vraiment régulièrement évidemment la violence de l'État. Ce que je voulais comprendre, c'est dans votre parcours collectif, pas seulement personnel, mais collectif, dans l'imaginaire collectif, Youth for Climate, c'était sympa, la génération climat, les pancartes, Greta Thunberg, on était très heureux et optimistes parce qu'il fallait l'être et se battre. Est-ce que finalement c'est le rapport aux institutions et j'allais
j'allais dire, la confrontation à la répression, qui vous a, vous-même, attention, je vais employer un terme, radicalisé, un terme vraiment chargé. Oui, mais je pense que j'ai un parcours qui, en effet, correspond à une dynamique générale qu'il y a eu dans le mouvement qu'on appelait le mouvement climat, donc les grèves pour le climat, les grandes marches suite à la démission de Hulot et tout, là, 2018-2019. Oh, on avait oublié ça, dis donc. Presque, pardon. Ouais, la loi climat, tout ça, bref, je vais en reparler. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à militer, je pense, en ayant voilà, une image un peu naïve de comment ça allait se passer avec les institutions. Ça me fait un peu bizarre d'être là parce que je crois que la seule fois où je suis allée à l'UNESCO, c'est un peu comme ce que tu racontais. Enfin, moi, c'était en 2017 et j'aidais des scientifiques, notamment du GIEC, à organiser un colloque qui demandait de l'argent pour la transition énergétique ici à l'UNESCO. Et ça a été un des moments où j'ai commencé à me dire oula, on a un peu l'impression quand même de parler dans le vide. Et cette forme de naïveté, en effet, que j'avais, c'était de me dire, c'est tellement fou ce qui arrive, c'est tellement grave, ça va toucher tout le monde que même en parlant aux dirigeants économiques et politiques, ils allaient se dire une fois qu'on a l'information, on se met en marche. Bien entendu, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et malgré notre mobilisation, là, à la fin de la grosse mobilisation du mouvement climat juste avant le Covid, en effet, la seule chose qu'on obtient, c'est cette pauvre loi climat vidée de toute sa substance, qui est un gros exemple de greenwashing. Et forcément, quand on est arrivé au bout de ce processus-là, où nous, ça faisait longtemps, en tout qu'à Youth for Climate, on n'était plus trop dupes du fait que les choses n'allaient pas changer aussi facilement, que là, je pense qu'il y a eu un tournant, en effet, dans le mouvement écologiste, et qu'on s'est dit, OK, les dirigeants, il ne s'agit pas juste de les convaincre, il faut les contraindre, comme Paul Watson a donné justement des exemples qu'on donne tout le temps, hein, le droit de vote des femmes, et puis Réjeanne en a parlé aussi. Si on n'avait pas augmenté le rapport de force à un endroit qui faisait que les dirigeants étaient obligés en fait de faire changer les choses de manière structurelle, les choses n'auraient jamais changé. Donc c'est pour ça maintenant que je m'engage dans des mouvements comme les soulèvements de la terre qui vont jusqu'à faire des actions de ce qu'on qualifie de désarmement, c'est-à-dire des démantèlements d'infrastructures destructrices écocidaires, parce qu'on sait que si nos actions n'ont pas un impact économique conséquent, si on ne va pas démanteler par nous-mêmes ces infrastructures-là, en fait, on n'a pas à attendre grand-chose des dirigeants en face de nous. Et donc, pour revenir à Sartre tout à l'heure, mettre son corps en opposition et être réellement dans la confrontation presque physique avec les institutions. D'accord. Merci pour elle. J'avais évidemment, comme d'habitude, préparé 1500 questions. Vous me l'aviez fait remarquer, Brigitte, vous aviez raison, et je le savais aussi. Mais la conversation doit malheureusement à un moment ou à un autre se terminer. Pour autant, j'aimerais juste faire un dernier tour de table avec vous, puisqu'on n'a pas réellement répondu à cette question qu'on pose depuis le début de cette session. Faut-il être radical pour être entendu? Est-ce que c'était efficace d'être radical sur les échelles qu'on a établies à peu près au cours de cette conversation? Et je voulais donc commencer avec vous, Brigitte Gauthier. Est-ce que vous m'avez dit, notamment, nous, on nous oblige à faire les clowns pour être dans l'actu, et parfois on parle plus de nos modalités d'action que le fond de notre message. Est-ce que ça, c'est pas un risque dans la radicalité? Effectivement, en tout cas, c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire qu'il faut pour faire l'actu, pour intéresser les journalistes, nous, ce qu'on aimerait, c'est parler du fond, présenter les arguments, présenter les données, être dans le factuel et se dire, puisqu'on a montré le factuel, avec les données scientifiques, en fait, on se base sur les données scientifiques, sur les données professionnelles, on fait des enquêtes de terrain pour montrer la réalité, pour la faire palper, ce qui est tangible, comment ça se manifeste pour les animaux, mais aussi plus généralement pour l'ensemble environnement et humain. Et pour le faire, effectivement, il faut qu'on fasse des actions pour attirer l'attention des médias, pour attirer l'attention des politiques, comme le disait Alena aussi, et pour attirer l'attention des entreprises. Si on obtient des avancées, et on en obtient, mais ça reste encore, c'est petit, mais c'est pas rien. Ce qu'on peut obtenir, effectivement, il faut être présent, il faut se faire voir, et par des institutions, des organismes qui sont extrêmement puissants, et nous, on est ridiculement petits en face.
Donc il faut qu'on fasse beaucoup de bruit, il faut qu'on fasse beaucoup de gestes pour pouvoir être vu. Effectivement, et on obtient quand même quelque chose. Enfin, on a réussi à mettre dans le débat public. Alors quand je dis on, c'est le mouvement pour les animaux, c'est des journalistes, c'est des gens très engagés. On a pu mettre dans le débat public le fait de la façon dont on traite les animaux, et même on a mis dans le débat public le fait de remettre en question de les utiliser comme ressources alimentaires. Donc vraiment, ça c'est des pas. Le recul des cages en France, le recul des pires conditions des poulets. Et demain, on va inviter notre société, les politiques, les institutions, à réduire de moitié le nombre d'animaux qu'on tue pour l'alimentation française d'ici 2030. C'est dans 5 ans. On y va. Merci. Merci Brigitte. Donc là, ici, apparemment, vous êtes entendus. C'est déjà un premier point, on un peut le premier dire, pas. en fait, tout le monde est d'accord. Plus d'élevage Oui, intensif, plus pêche industrielle, réduire de 50%, c'est hyper consensuel. Là où on pousse un peu, là où on est un peu plus radical, c'est de dire, bon, on va peut-être ficher la paix aux animaux et on arrête de les considérer comme de la nourriture. C'est 2031, ça. Voilà. Wolfgang Kramer, vous avez l'impression d'avoir été plus entendu à partir du moment où vous êtes entré en rébellion, scientifique en rébellion. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, là, maintenant que je sors de mon labo, comme vous me l'aviez dit aussi, que je parle, que je m'engage, je suis entendu, alors qu'avant, peut-être un peu moins. Est-ce que votre radicalité vous a permis d'être plus entendu ? Bon, la question de ma situation personnelle n'est peut-être pas si importante. La question sur l'efficacité de l'action, par contre, je la trouve intéressante et je cite avec plaisir une activiste qui est bien connue en France, Camille Etienne, qui a dit, je paraphrase un peu, mais en principe, elle a dit qu'une action militante, ce n'est pas quelque chose qu'on télécharge, qu'on applique et on sait ce que ça donne. C'est forcément, on est dans l'inconnu, parfois on a un grand impact, parfois on a un moins grand impact, c'est pas quelque chose qui se mesure. Mais en même temps, comment on peut rester passif ? Comment on peut vivre la situation telle qu'il a décrit Paul Watson, mais telle que nous la vivons tous, avec des milliers de morts partout dans le monde dû au changement climatique et de la crise de la biodiversité. Comment nous pouvons rester calmes chez nous, sur un sofa bien confortable, regarder la température monter et regarder les politiques les acteurs politiques qui visiblement ne sont pas aux mesures. Donc l'efficacité, dans un sens, on ne se pose plus la question. On a un besoin d'agir et de trouver d'autres, de se mettre en réseau avec d'autres qui agissent. Et l'efficacité, on espère qu'elle est là. Je suis très heureux aussi, moi, du succès dans le projet de la A69. Évidemment, ce n'est pas encore gagné. On ne sait pas comment ça va continuer, mais c'est magnifique. Mais au début, on ne pourra pas le savoir. On ne pourra pas être sûr que le tribunal allait décider de la façon qu'il a fait. Donc, ça ne se mesure pas, ça ne s'achète pas. Il faut y aller, il faut s'engager. Merci. Merci Wolfgang Kramer. Thomas Braille, je suppose que vous êtes sur la même ligne. Je ne vais pas dire sur la même autoroute, mais sur la même ligne. Non, elle était très mauvaise. Désolé, je vais peut-être faire un pas de côté. J'arrive à la fin, moi aussi. Ouais. Pardon. Je vais peut-être faire un pas de côté sur la question qui a été posée. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que dans les tribunaux, il y ait des changements radicaux, qu'il y ait des nouvelles personnes qui prennent la place de ces juges qui sont complètement endormis, qui rendent des décisions complètement ubuesques, pour reprendre ce terme qui a été employé par nos politiques. Je pense qu'il est urgent parce que c'est le dernier maillon de la chaîne, le tribunal. Et c'est en fait, je me suis aperçu que c'était une infime minorité de personnes qui sont derrière des pupitres qui peuvent définir l'avenir de nos enfants. J'ai envie de m'adresser à vous, j'ai envie de vous dire aussi que je fais des conférences pour fédérer. Je ne fais pas juste des déplacements pour prendre un micro et parader, parce que ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai juste envie d'une chose, c'est d'être avec mon fils aujourd'hui. Et je pense qu'il y a suffisamment d'associations aujourd'hui dans lesquelles vous pouvez vous identifier, que vous pouvez rejoindre. Mais si le fait qu'on soit venu et que demain vous vous levez en disant on a vu des super conférences et qu'il ne se passe rien, ça n'aura servi à rien. Et juste pour terminer là-dessus,
La seule peur qu'on doit avoir, c'est celle du mur qu'on va se prendre demain si on ne fait rien aujourd'hui. Et je terminerai par cette phrase que j'utilise tout le temps dans les conférences. C'est celui qui se bat risque de perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Merci. Merci. Je vous laisse prendre les applaudissements, Thomas Braille. Merci encore. Léna Lazare, en conclusion sur cette notion de l'efficacité des actions radicales et peut-être un dernier message à faire passer à la salle. Je pense que ça a beaucoup été dit. Enfin, nous, on suit l'exemple de nos aînés. Et on sait qu'il faut parfois passer à la vitesse supérieure et comme je l'ai dit, vraiment... avoir une approche radicale, dans le sens, c'est sûr qu'on vient à la racine du problème lorsque, dans la lutte contre les méga-bassines, on décide d'aller par nous-mêmes débâcher une méga-bassine. En fait, il faut retrouver cette puissance collective qu'on a en nous. Enfin, ces actions-là, elles sont accessibles à toutes et tous. Et comme l'a dit Thomas, moi, je ne vous dis pas demain de faire partie des activistes, justement, qui vont faire des actions de désobéissance civile, qui vont prendre ces risques-là. Il y a une place pour tout le monde en fait dans le mouvement. On sait juste qu'en effet il va falloir être conséquent et merci de l'avoir dit Thomas, parce que je pense que tous et toutes on prend beaucoup de temps à venir à des conférences parce que le lien avec le public c'est super, mais et on sait qu'en fait dans la population française il y a une majorité de personnes qui nous soutiennent et qui sont dans ce second cercle, qui sont constamment en soutien. C'est super précieux, mais c'est vrai qu'on n'y arrivera pas si ce second cercle il passe pas dans le premier cercle et il passe à l'action au quotidien avec nous. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés et j'espère vous voir sur le terrain bientôt. Merci. C'est à vous, Réjeanne Sénac, que revient l'honneur de conclure un peu l'ensemble de nos échanges. Je voulais juste vous interroger très rapidement, bien sûr, sur le lien entre justement tout ce dont on a parlé et le politique au sens large, et peut-être même les politiques au sens particulier. C'est-à-dire que est-ce que l'ensemble des répertoires d'action qu'on vient de voir a un impact autre que celui d'augmenter le niveau de répression par le personnel politique? Est-ce qu'il y a une pervasivité entre la radicalité militante et la façon dont les partis politiques peuvent prendre ou pas ces problèmes à la racine? Bien entendu, c'est ce qu'on appelle à la fois des coups de pression, mais aussi la mise en agenda. J'ai cité la commission d'enquête sur les abattoirs, qui est très clairement, et c'est dit dans le rapport de la commission Falorni, n'aurait pas existé sans la pression de L214 et des vidéos. Donc on voit bien il faut qu'il y ait un problème qui émerge, comme faisant débat politique, débat médiatique, pour que les politiques soient contraints de le prendre en main et de le mettre en politique publique. Donc très clairement, il y a une imbrication très forte entre ce qui émerge en termes de rapport de force, et on est souvent dans David contre Goliath et dans Cassandre et Perséphone, si on prend des... Voilà. Mais là, on voit bien qu'il y a un lien très, très, très fort. Juste peut-être, je trouve que ce qu'on a entendu et ce qui est tout à fait en écho avec ce que je vois dans mes recherches, c'est qu'il faut s'émanciper, je pense, au moins de deux éléments pour qu'on soit toutes et tous pas paralysés demain en se réveillant ou en n'arrivant pas à s'endormir, en se disant comment je peux être utile. Il faut s'émanciper de la question qu'on pose souvent de manière assez rhétorique. Alors, si vous aviez qu'une seule mesure, qu'est-ce que vous feriez? Ou si vous aviez qu'une seule, ou qu'un seul type de mobilisation, ou dans quel assaut vous allez vous mettre. Ce qu'on voit, c'est que ce qui est efficace, c'est la diversité, c'est la diversité tactique. Dans un parcours de vie, on peut avoir des moments où on s'engage de manière différente. Donc ça, je pense qu'il y a avoir de l'humilité, de l'exigence, mais de l'humilité à la fois en tant que militante ou militant ou en tant que citoyen. Et dans cette idée de synergie, en fait, que l'efficacité, c'est Martin Luther King et Malcolm X qui travaillent ensemble. Voilà. Donc, par rapport à l'appel qui vous est fait d'être actif et d'être acteur, je pense qu'il faut avoir ça en tête pour ne pas être paralysé. Deuxième émancipation pour ne pas être paralysé, c'est en effet s'émanciper de l'impact. Alors ça, c'est tout, voilà. Ce qui n'est pas forcément consensuel avec la logique de surévaluation dans laquelle on est, mais ça peut être tout à fait paralysant. Et en plus,
on mesure quoi? On mesure comment? Les changements profonds, les changements structurels, les changements de racines, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, c'est très difficile de le dire. On peut, par exemple, en ce qui concerne l'antispécisme, mesurer le nombre d'animaux sauvés, le nombre, les heures de souffrance épargnées. Mais par contre, les changements sur ce qui va vous faire changer de comportement, ça c'est beaucoup plus dur. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée qu'il faut avoir beaucoup d'exigences, beaucoup d'humilité et s'émanciper même de cette possibilité de mesurer l'impact. Et je finirai par une phrase de Thoreau qui dit « La seule obligation qui m'incombe, c'est de faire en tout temps ce que j'estime juste, quel qu'en soit le prix. » Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Merci à vous pour votre énergie dans la salle également. Merci Léna Lazare, merci Réjeanne Sénac, merci Brigitte Gauthier, merci Wolfgang Kramer et merci Thomas Braille. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous.